Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, vous allez être super content parce qu'après avoir eu tant de questions sur l'imposition au Québec, on a un invité spécial, Alexandre, pour parler d'impôts crypto. Donc, sur ce, bonne écoute. Enfin. Comme vous savez, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous partager aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte. Donc voilà, toujours risquer de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Nous ne sommes pas conseillers financiers. Comme j'ai dit, rien de ce qu'on va dire est un conseil financier. C'est seulement notre avis et opinion personnelle. Donc, je suis super content qu'on soit ensemble parce que c'est vrai qu'on se fait bombarder par des questions tout le temps reliées à l'impôt et tout. Puis on n'a pas les compétences pour répondre, mais toi tu les as. Voilà. Toi tu les as. Alors, donc, est-ce que tu veux juste commencer par te prendre 30 secondes pour te présenter, comme ça les gens vont savoir tu es qui. Tout d'abord, merci de m'accueillir. On est toujours là pour essayer de répondre aux questions. Puis c'est toujours bien de consulter des experts au lieu de faire ses propres recherches. Donc, moi, je suis Alexandre Ferreira Silva. Je suis président de Crypto Impôt et également CPA. Donc, Crypto Impôt, en fait, c'est un cabinet comptable spécialisé en fiscalité et comptabilité de crypto-monnaies canadiennes, de fiscalité canadienne. C'est important là, que c'est vraiment adéquat au Canada et non en France, parce que des fois, il y a des gens qui nous écrivent. En fait, nous, on existe depuis février 2018, donc ça fait déjà plusieurs années qu'on est là, qu'on aide les contribuables ainsi que les compagnies à se conformer, mais également à calculer le tout. Simplement pour ajouter aussi un disclaimer, c'est sûr que tous les concepts qu'on va parler sont de façon générale. Ça dépend de chaque situation de chacun, donc de consulter les professionnels, là, que ce soit un comptable qui a ce bagage-là en crypto, là, c'est super important, ou un fiscaliste. Yes, Super. Merci. Et qu'est-ce qui vous a amené cette idée-là? Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que tu le fais tout seul? T'as des collègues ou des partenaires d'affaires? C'est une très bonne question, en fait. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto été 2017, là, à peu près. Puis, j'étais quand même actif sur les différents groupes Facebook qui existaient dans le temps. Là. C'était vraiment la communauté québécoise. Et beaucoup de gens me posaient des questions. Parce qu'il y avait beaucoup de mythes, surtout. Là. Puis, il n'y avait pas nécessairement cette expertise-là qui était répandue. Donc, l'information... Puis même, je veux dire, le site de Revenu Canada, c'est même des fois pour quelqu'un qui a l'expérience, c'est difficile à lire. Revenu Québec a d'ailleurs fait un micro-site qui est super clair, mais ça n'existait pas dans le temps. Donc, moi, je répondais aux gens à différentes questions. Ils me demandaient si j'en faisais. La réponse était non. Donc, je les référais en fait à un contact que j'ai dans un gros cabinet. Et le retour que j'avais, c'est que leur service était beaucoup trop cher. Donc, c'est pas nécessairement un service qui était adapté à tous les portefeuilles. C'est pas tout le monde qui est des whales, malheureusement. Donc, c'est pour ça que début 2018, on est venu créer ce créneau-là, qu'on essaie vraiment d'aider les contribuables ainsi que les compagnies à offrir une certaine qualité, parce que moi, j'ai un background de gros cabinet comptable, donc d'offrir cette qualité-là, mais dans une fraction du prix. Là. Nice. Donc, c'était vraiment ce qui a amené cette vision, c'était vraiment toutes les questions. En fait, le fait que tu as réalisé que les gens avaient beaucoup de questions, puis que si j'ai bien compris, tu voulais offrir le même service de qualité, mais accessible à tous. Exactement. Okay. Accessible. C'est sûr que, puis on va peut-être plus en parler, là, c'est sûr que quelqu'un qui a quelques milliers de dollars, ça ne vaut pas nécessairement, quand je dis quelques milliers, là, mais peut-être 2-3 000 dollars, c'est pas nécessairement nos services qui valent la peine. Mais je dirais, il y a quand même un gros gap entre des personnes, parce que ça va vite. Là. Une transaction, ça va vite, 2 transactions. Puis là, t'es rendu avec 1000 transactions. Faire ça soi-même, c'est extrêmement compliqué. Donc, on vient se mettre dans ce créneau-là. Okay. Que les gros cabinets ou le gros cabinet qui offre le service ne prend pas nécessairement. Là. OK. Est-ce que justement, tu veux nous expliquer un peu plus ce principe-là par rapport aux transactions, à tes services, au principe de base de ce que vous offrez? Est-ce que peut-être quelques trucs que monsieur, madame, tout le monde doit comprendre. Mettons que je m'appelle Bernard et que je te dis comment que ça marche les impôts en crypto. Là? Moi, j'ai acheté du Bitcoin, de l'Ethereum. Comment que ça marche? Comment ça marche? C'est quoi tes services, ça? Parfait. Donc, on va vraiment expliquer ça à la base.
Donc là, on va vraiment expliquer au niveau du trading, puis après, je peux toucher le mining, ainsi que le staking, etc. Donc au niveau du trading, comment ça va fonctionner, c'est que vous allez acheter et tout événement, à chaque fois qu'il va y avoir une vente, c'est un événement imposable, ou le terme aliénation là, pour le gouvernement. Donc, je vous donne un exemple. Vous achetez un BTC pour 10 000 $. Juste prendre des chiffres super simples. Là. Vous avez été chanceux, vous l'avez eu, peut-être. On va être chanceux s'il va y retourner. S'il retourne, on va dire. On va en rang. Non, c'est pas vrai. 2 semaines plus tard, vous achetez en fait un autre BTC pour 14 000 $. Donc, en fait, en somme, vous avez acheté 2 BTC pour un total de 24 000 $. Ça fait que vous avez un coût moyen de 12 000 $ par BTC. On va dire, un mois plus tard, vous vendez un de ces des deux BTC pour acheter n'importe quel crypto ou shitcoin ou peu importe. Pas de shitcoin. Pas de shitcoin, mais n'importe quoi. Ou pour du fiat, là, par exemple. Mais là, en fait, à ce moment-là, le BTC vaut 15 000 $. Donc, votre gain, vous allez avoir de 15 000 moins le coût de 12 000 qu'on a calculé à l'état précédent. Donc, ça fait 3 000 $ de gain. C'est très simple comme exemple. C'est pas ça qui se passe. Dans la vraie vie, vous achetez pas des quantités droites de même, puis des chiffres. Ça devient quand même assez compliqué. Et là, après, on va dire vous avez acheté de l'Ethereum. Ce n'est pas un conseil financier, là, juste pour la rappeler. Et le coût, donc votre coût de 15 000 $, ça va devenir ou votre produit de disposition que vous allez avoir vendu le BTC, ça va devenir le coût de votre Ethereum. Donc là, si vous prenez votre Ethereum, on va dire 10 Ethereum, là, juste pour faire les choses rondes. Là, après, vous vendez les 10 Ethereum pour 20 000 $ pour acheter n'importe quoi encore. Et là, ça devient un gain de 5 000. Donc, vous avez le gain de 3 000 au début, 5 000, 8 000. Ça peut aller aussi du sens d'une perte. Donc, ça, on calcule tout ça. Là. Donc, à ce moment-là, on a X nombre de montants, là, que ça soit, peu importe, dans l'année. Là. C'est vraiment important là, du 1er janvier au 31 décembre pour les particuliers. Ce qui va arriver, c'est que là, on a ce calcul-là. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce que c'est du gain capital ou du revenu d'entreprise? C'est probablement des concepts que vous avez déjà entendus. Là, le gain, tout le monde veut être en gain en capital. La différence du gain en capital, c'est qu'on inclut seulement 50% des gains et des pertes. Donc, dans le cas qu'on a fait 8 000, mais en fait, on rajoute 4 000 $ dans la déclaration. Du revenu d'entreprise, on rajoute 100%. Donc, on rajoute le 8 000 $. Pour savoir comment on se situe, c'est une question d'analyse de faits. Et malheureusement, le gouvernement ne donne pas ça si simple que ça. Je vais vous les expliquer. Le premier, c'est le nombre de transactions. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup de transactions, bien, c'est sûr que ça va s'apparenter plus à du revenu d'entreprise. Je ne définis pas le terme beaucoup par exprès parce que c'est pas défini. Et c'est important qu'eux, ils analysent l'ensemble des critères. Ensuite, le deuxième critère, c'est la durée qu'on garde les actifs. Quelqu'un qui fait du swing trading, qui garde les actifs très, très, très pendant des courtes périodes ou même au mois, souvent, là, qui déplace, ben, en fait, ça peut s'apparenter plus à du revenu d'entreprise. Ce qu'ils essaient de voir, c'est un peu l'intention au moment de l'achat. Est-ce que c'était de le garder à long terme ou vraiment c'est un peu comme un flip de maison. Un flip de maison, d'ailleurs, ça peut être du revenu d'entreprise. Là, ensuite, le troisième critère, c'est le niveau d'expertise. Donc, quelqu'un, par exemple, qui donne des formations, quelqu'un qui a une chaîne YouTube, quelqu'un qui passe beaucoup de temps ou qui est très diversifié, bien, si ça s'apparente, s'il y a vraiment une expertise qui est dessinée, bien, en fait, ça s'apparente plus à du revenu d'entreprise. Le quatrième critère, c'est le temps consacré aux activités. Donc, quelqu'un qui fait ça à temps plein, qui vit de ça, bien, c'est sûr que ça s'apparente plus à du revenu d'entreprise et non du gain en capital. C'est pas un hobby. Cinquième critère, c'est est-ce que ça a été emprunté? Quelqu'un qui va faire, par exemple, du margin ou qui l'a emprunté sur sa carte de crédit. Mais ça, c'est des critères qui pourraient le balancer du revenu d'entreprise. Et le sixième, c'est le caractère de risque des opérations. Donc, le caractère de risque des opérations, la crypto, c'est risqué. Donc, nous, d'habitude, on va dire que c'est par défaut. C'est répondu. Donc, c'est vraiment 6 critères. C'est sûr, si vous en avez 4 sur 6, ben ça va plus à du revenu d'entreprise. Si c'est vous en avez 2, ben vous avez peut-être des chances de gain en capital. Donc ça, c'est vraiment une grande différence. T'es en situation de perte, comme un peu cette année, là, surtout certaines personnes qui vont avoir, ben une perte en capital, on inclut juste 50%. Donc c'est beaucoup moins avantageux d'une perte d'entreprise. Surtout qu'une perte en capital peut juste être appliquée contre n'importe quelle autre source de gain en capital. Donc que ce soit à la bourse, si vous avez des immeubles,
Donc, vous pouvez juste appliquer sur des gains en capital, mais ça peut être de façon rétroactive 3 ans à l'arrière ou à reporter à l'infini dans le futur. Une perte d'entreprise, c'est super avantageux parce qu'on perd 100%, mais également, c'est rétroactif 3 ans, puis c'est 20 ans dans le futur. Mais ça peut être contre n'importe quelle source de revenus, du revenu d'emploi, revenu d'intérêt ou tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a ce concept-là. Je veux juste aller pousser un peu plus que en revenu d'entreprise, un des avantages, c'est qu'on peut déduire des dépenses. Donc, par exemple, vous utilisez nos services, ben c'est une dépense qui va être déductible. Vous pouvez faire des formations, vous faites ci, c'est déductible d'impôt. Mais également, il y a un gros avantage en situation de perte, c'est que quand c'est du revenu d'entreprise, c'est que les cryptos sont considérés comme de l'inventaire. C'est-à-dire que c'est comme n'importe quelle compagnie qui a de l'inventaire de bois ou peu importe. Puis le gros avantage, c'est que on peut, à la fin de l'année, réévaluer au moindre du coût et de la juste valeur marchande. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez acheté vos BTC on va reprendre qu'il nous reste un BTC à 12 000, mais à la fin de l'année, il est rendu à 10 000. Quand tu dis un BTC à 12 000, c'est vraiment la moyenne. Le coût moyen, exactement. Le coût moyen. Donc, exact. Si j'en ai acheté 10, c'est pas le prix de chacun que j'ai acheté, c'est le coût moyen. Donc, si j'en ai acheté un à 5 000, un à 10 000, un à 15 000, un à 20 000, un à 25 000, un à 30 000, un à 35 000, un à 40 000, c'est pas chacun de ces bitcoins à ce prix-là, c'est le asset. Exact. Donc, tous les bitcoins ensemble, exemple, on va dire la moyenne, c'est 26 000. Donc, ma moyenne pour mes 10 bitcoins, c'est 26 000. Exact. Puis ça va être ça qui est ça. Si tu as gardé tous ces BTC. Si j'ai gardé tous ces Exact. bitcoins-là, OK. Parce que ça varie, c'est au moment de la transaction. Une vente ne va jamais changer ton coût moyen. Mais si, par exemple, tu vas avoir X nombre de BTC, puis là, tu en rachètes un plus cher, ben ça va remonter la moyenne. Okay. Si tu achètes moins cher, ça va descendre. Ça, c'est une des méthodes. Là, en revenu d'entreprise, on peut faire première entrée, première sortie. Ça complexifie vraiment le calcul, là, donc on ne considère pas aller là-dedans. Mais reprenons, par exemple, tu as acheté, on va dire 10 BTC, puis tu as 26 000 de coût moyen. Et ça tombe à 20 000, mais tu vas pouvoir prendre 6 000 de perte par BTC x 10. Donc, c'est quand même avantageux parce que des fois, les gens seront comme « Ouais, mais tous mes actifs sont à perte. Qu'est-ce que je fais? » Mais c'est quand même avantageux en revenu d'entreprise. Par contre, pour cette méthode-là, par contre, en situation de gain, c'est jamais avantageux. Oui, il y a des gens souvent qui vont nous dire « Ça fait pas de sens, j'ai pas sorti l'argent, je m'impose là-dessus. » Malheureusement, oui, c'est vrai, mais d'un autre sens, si tu as des gains latents, mais tu t'imposes pas non plus dessus. Donc, il y a quand même un certain avantage en gain en capital, mais comme je répète, c'est une question de fait. Ça, c'est vraiment important de voir avec des spécialistes, voir comment vous vous situez. Mais c'est sûr qu'une opinion écrite peut coûter quand même ça peut être quand même très dispendieux parce qu'il faut analyser tous les critères en profondeur. Puis disons que moi, je suis un particulier, je travaille chez Rona, par exemple, puis que j'ai acheté de la crypto, je la trade, puis j'ai 4 critères sur 6. Donc là, on vient considérer ça comme un revenu d'entreprise. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis mieux de m'ouvrir une incorporation ou simplement d'avoir comme travailleur autonome? C'est super, une bonne question. Puis quand on parle de revenu d'entreprise, c'est comme si vous étiez dit travailleur autonome. Ça dépend de ton revenu. Est-ce que tu as besoin de l'argent pour vivre ou non? Parce que c'est sûr que, oui, un moyen de faire, c'est de, par exemple, tout prendre la crypto et la rouler dans une compagnie. Une compagnie, sur le premier 500 000, puis ça, c'est si vous n'avez pas d'autres compagnies, vous allez payer à peu près 20 % d'impôts sur du revenu actif, là, de revenu de transaction. Donc, quelqu'un qui travaille chez Rona, je ne suis pas sûr que ça vaut la peine. Puis après, ça dépend. Est-ce qu'il a fait 300 000 de gains, 200 000? Tout est dépendant. Mais quelqu'un, par exemple, qui a déjà un bon salaire puis qui fait 50, 60, 100 000 de plus en crypto, ça vaut la peine dans ce cas-là parce qu'il va payer 20 % d'impôts. Par contre, s'il fait des pertes, ça reste dans la Inc. Puis si on a des clients, par exemple, qui ont roulé leur crypto l'an passé dans leur Inc., mais cette année, ils se retrouvent en perte, mais les pertes sont cristallisées dans la compagnie. Est-ce que c'est un bon move? Ça dépend. Mais puis après, une Inc., il y a des coûts annuels. Ouais. Premièrement, la créer, là, ça, c'est des honoraires avec un avocat. Après, annuellement, il y a des coûts. Donc, indirectement, puis c'est juste qu'une déclaration de compagnie est plus dispendieuse qu'une personne. Donc, il y a ces coûts-là annuels qui reviennent. Donc, c'est tout à considérer. Puis, je pense que c'est de la situation cas par cas d'en discuter avec les spécialistes ou peu importe. Dans le mining, habituellement, on va
gager, on va dire aux gens qui font plus que 30 000 net, tout dépend, qui ont quand même déjà un bon salaire de s'incorporer. Parce que ça vaut la peine. Le trading aussi, ça peut être appliqué. Là. Mais si vous êtes en gain en capital, ça vaut pas nécessairement la peine de s'incorporer parce qu'il y a des mécanismes. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça, si je l'explique à quelqu'un de simple, c'est beaucoup trop complexe. Donc, si je reviens à nos services, ce que nous, on va faire, c'est que tout le calcul avant le gain en capital versus revenu d'entreprise, donc d'arriver avec ce calcul-là. Une personne, par exemple, qui va trader dans le marché traditionnel boursier, Questrade ou peu importe la plateforme, ces plateformes-là vont générer des relevés fiscaux. Donc, les personnes prennent ces relevés fiscaux de 1T5, par exemple, le donnent à leur comptable ou impôt rapide ou peu importe comment ils font leur déclaration. Et de cette façon-là, ils vont s'imposer là-dessus. Dans la crypto, ça n'existe pas. Puis même si ça existait, le problème, c'est que la crypto, vous pouvez flipper de plateforme comme ça. Donc, vos coûts, même si crypto.com vous donne un relevé, mais ce relevé-là, si ça ne considère pas votre Binance ou votre ShakePay aussi, il ne vaut rien. Donc, nous, en fait, ce qu'on vient faire, c'est calculer ce montant-là. Donc, vraiment, les gens nous donnent leur relevé de transaction, vraiment de toutes les plateformes, leurs adresses publiques pour tout ce qui est on-chain, puis un inventaire de fin d'année. Donc, nous, on part de voici, on part de ça et on arrive. S'il y a un peer-to-peer, ils nous l'écrivent là, habituellement. Mais à un moment donné, toute chose va s'égaler. Donc, on a déjà eu des clients qui n'ont pas voulu tout déclarer. Et à un moment donné, on s'en rend compte. Parce qu'on est comme, mais oui, mais tu as un dépôt de là, puis tu n'as pas ça. Là. D'où ça vient? Puis, s'ils ne nous le donnent pas, nous, on dit, ben, si tu n'es pas capable de le prouver, on met la pire conséquence fiscale que le gouvernement met, c'est un coût de zéro. Personne ne veut ça, donc ils vont dire, ah, j'ai ci, ça. Puis, tantôt, tu parlais que si, par exemple, j'ai 2 critères sur 6, c'est plus considéré comme personnel. Disons que je gagne, je sais pas, 30 000 $ par année. C'est quoi, c'est à peu près 30% d'impôt? C'est ça. En fait, l'impôt, comment ça fonctionne, puis je vais revenir à l'inclusion de 50 ou 100%. Comment ça fonctionne, c'est que c'est des paliers d'impôt. Donc, de 0 à 15 000, vous allez être à 0%. Votre revenu de 15 000 à, on va dire, de X à Y va être imposé à un certain pourcentage. Ensuite, votre revenu de Y à Z à un autre pourcentage, et ainsi de suite jusqu'à 53%. On ne commencera pas un débat. Est-ce que ça fait du sens? Non. Mais bon, ça, c'est une autre chose que on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que ça... Mais en situation de gain en capital, le maximum que vous avez payé sur vos gains, c'est 26,5%. Puis si on parle juste vos revenus au-dessus de 216 500. Fait que ça vaut quand même la peine. Je parle pour un pays quand même, comme on est, là, de payer 26,5%, ça vaut la peine. Est-ce qu'ils ont déjà parlé de l'inclusion? Est-ce qu'ils changeaient l'inclusion à 75% pour gain capital? Ça fait des années qu'ils en parlent. Est-ce que ça va se réaliser? Ça a déjà été ça dans le passé. Mais pour le moment, c'est de même que ça fonctionne. Donc, dans le fond, si j'ai fait 10 000 $ de gain en capital, je vais être imposé sur 5 000 à mon taux marginal actuel. d'impôt. Exact, le taux marginal d'impôt. Okay. Il y a des tables qui existent. Juste aller voir, là, c'est juste que je connais pas tout. Je sais que c'est 216 500 puis ça change à chaque année là, en fonction du revenu. Il augmente à chaque fois. Mais c'est 53%, puis ça augmente d'un certain pourcentage, puis on a 2 paliers. Là. Mais c'est vraiment juste le revenu marginal. Là. Les gens, ils se disent « Ah, je change de bracket ». Pas tout le revenu change de bracket, juste le revenu additionnel. Good. Je pense que les gens, ils se posaient pas mal cette question. Ça, c'est intéressant aussi de savoir ça, parce que je pense que beaucoup de gens se posaient cette question, justement. Ouais, exact. Ah, mais là, si je fais 50 000, mais j'ai gagné 50 000 en crypto, mais là, je suis à 100 000, je sais pas, je change de bracket. Mais en fait, non. C'est juste l'extra. Donc, exact. Si ta bracket, c'est 60 000, ben puis que tu allé à 100, c'est juste le 40 000 qui va être dans l'autre bracket. Exactement. C'est très intéressant à savoir parce que ça veut dire que tu te fais imposer ton 60 000 dans une bracket et le 40 000 dans l'autre. Mais c'est sûr que tout ce qui est impôt, les gens n'ont pas nécessairement une affinité à essayer de comprendre, mais c'est quand même assez simple comme contexte. C'est vraiment par palier. Okay. C'est une raison, c'est une raison que les riches payent plus d'impôts. C'est tout simplement ça, puis de ne pas affecter les personnes un peu avec moins de revenus. Là. OK, super. Ouais. Est-ce que tu as 2 ou 3 questions peut-être qui reviennent souvent? Des 2-3 questions de base que tu es comme,
Ces questions-là, ils reviennent souvent, là, puis pour mettre ça au clair, ça c'est comme ça c'est comme ça, puis ça c'est comme ça. C'est une bonne question, ça. Je pense que le plus gros mythe, c'est les gens ils pensent que c'est juste imposable quand ils retirent. Puis ça, c'est complètement faux. C'est imposable à chaque fois qu'il y a une transaction. Si par exemple, vous faites un don à quelqu'un, ben, vous vous imposez au moment à la valeur que ça valait. Là. Donc, quelqu'un... si je swap mon Ethereum en du Polygon... N'importe quoi. Imposable. Imposable. C'est un événement imposable. Après, ça peut être un gain ou une perte. Tout dépendamment en fonction de ton coût moyen, de la valeur à cette date-là. Après, ce que les gens me disent, c'est comment calculer ça. C'est sûr qu'il y a des logiciels qui existent. Par contre, les logiciels ont leurs avantages et inconvénients. C'est important de considérer les logiciels. Après, il y a des services professionnels. Il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr que nous, par exemple, on se remplit fin janvier, on est plein. Là. Il y a des gens qui nous arrivent début mars ou début avril. J'ai déjà eu le 26 avril. Ouais, j'aimerais calculer mes impôts. Ouais, on est plein depuis plusieurs mois, puis il te reste 4 jours pour faire tes impôts. Mais aussi, un avantage de revenu d'entreprise, c'est que tu as jusqu'au 15 juin pour faire ta déclaration, mais il faut que ton impôt soit payé au 30 avril. Donc, c'est un autre avantage, mais c'est peut-être les seuls avantages. Sinon, je pense que les questions, je peux un peu toucher le mining. Souvent, ça va être ça. Souvent, ça va être soit trading ou mining. Pour le mining, c'est du revenu d'entreprise. Okay. Donc, c'est quand même assez simple. C'est au moment qu'on reçoit le reward, vous vous imposez à cette date-là. Et après, quand vous allez le vendre pour n'importe quoi, là, vous allez avoir une plus ou moins value en fonction de votre coût moyen à cette date-là. Vous allez pouvoir prendre toutes les dépenses encourues dans le but de générer votre revenu. L'achat de cartes, les pièces, l'électricité, le loyer s'il y en a, assurance s'il y en a. Puis ça, à la fin, vous allez vous imposer sur revenu moins dépenses. Okay. Pour le staking ou intérêt ou tout ce qui est Celsius ou en tout cas toutes ces choses-là pour les gens qui ont réussi à le retirer, ben, c'est au moment que vous recevez le reward, peu importe la contrepartie en crypto, vous l'évaluez en canadien, ça se rajoute à votre gain, à votre coût moyen. Okay. Et ça, on peut prendre certaines dépenses si jamais vous en avez encouru, là, parce que ça, c'est ajouté à 100%, un peu comme le revenu d'entreprise à votre déclaration. C'est du revenu de placement, un peu comme un dividende. C'est juste un dividende canadien et tout ça, il y a des crédits, il faut faire attention, là, mais de façon générale, c'est un revenu de placement. Puis... Et donc, tout ce que tu gagnes en stacking automatiquement, si, exemple, tu reçois 0.1 Ethereum par mois, ce 0.1 Ethereum par mois se fait rajouter à ta moyenne de prix par rapport au prix qu'Ethereum était à ce moment-là. Exact. S'il était à 10$, puis l'autre 11, 12, peu importe là, si ça varie dans le temps, ou 8, mais en fait, ces montants-là se rajoutent en dollars canadiens. Okay. C'est un peu une comptabilité à 3 pattes, il faut tout le temps le convertir en canadien. Il y a des gens qui convertissent en US puis après en canadien. Je trouve que c'est trop d'étapes. Là, c'est juste important d'être constant avec sa méthode. Donc, si vous prenez open ou close, mais prenez tout en close. Puis je pense que la fameuse question qui revient toujours, c'est je me suis fait hack. C'est bon, ça. Puis j'irai après sur un autre sujet. En fait, les hacks présentement, puis c'est ça qui est un peu touché. On a demandé la question au gouvernement. Parce que c'est sûr, oui, il y a des gens qui sont vraiment fait hack, mais il y a des gens qui vont dire qu'ils sont fait hack. C'est qu'une certaine façon, c'est qu'en gain en capital, il n'y a pas nécessairement de concept, ou du moins, c'est très gris. Donc, c'est un risque pour les contribuables. Ils peuvent prendre leur perte. Après, est-ce qu'elle sera refusée ou pas? Puis c'est important que c'est leur coût. Parce que tu ne prends pas ta valeur à combien ça valait. Parce que si tu fais ça, tu te déclenches un gain ou une perte. Fait qu'au final, ça revient à ton coût. Fait que c'est ton coût. Là. Si tu as perdu 10 BTC, puis ça t'a coûté 100$, mais tu t'imposes pas sur la valeur que ça vaut. Là. Tu réduis le 100$. Par contre, en situation de revenu d'entreprise, il y a un concept d'endommagement des stocks. Donc ça, c'est beaucoup plus... Comment je pourrais dire? C'est pas clair à 100%, mais c'est beaucoup plus de facilité qu'en situation de gain en capital. Puis là, ce que je veux toucher, c'est les gens qui ont eu le fameux accident de bateau. C'est important là, de sensibiliser les gens. Oui, il y a des gens, puis souvent on va le voir dans les différents groupes Facebook, qui sont rendus un peu toxiques dans le sens que n'importe qui pose une question sur l'impôt, ils disent fais du peer-to-peer, déclare pas ça et tout ça. C'est important de dire que l'évasion fiscale, ça n'a pas commencé hier. Puis
Puis quelqu'un qui ne déclare pas ou qui a perdu ses clés, puis je veux dire, c'est beau, tu as perdu ta clé en bateau, tu n'as jamais fait de code, de backup. Tu sais, faut pas prendre non plus le gouvernement pour je vais le dire le terme, là, pour des imbéciles, là, mais c'est des gens quand même très brillants à un certain niveau. Puis là, ils commencent à faire des vérifications en crypto. Je veux dire, eux, ils peuvent te cotiser aussi sur ton actif. Les gens qui font du blanchiment d'argent et tout ça, ça n'a pas commencé hier. Puis je sais pas si les gens ont déjà vécu avec 20, 30, 40, 50 000 $ cash, c'est pas facile. Hein? C'est beau payer des restos et des petites choses. Tu peux pas déposer plus que 10 000 $ à la banque sans raise des flags. Puis il y a des mécanismes avec la FinTrack. Tu peux pas acheter une voiture ou un achat cash plus que 30 000. Ils vont te flaguer tout de suite. Il y a des gens qui vont donner 29 900, là, bien sûr. Mais c'est pas facile. Donc, il y a une façon qu'ils vont t'attraper. Est-ce qu'ils vont attraper tout le monde? Non. Mais faut garder en tête que la crypto, la meilleure technologie, c'est que c'est public. Mais ça veut dire que c'est public. Donc, minimalement, qu'ils savent que c'est ton adresse. Mais comment tu vas prouver que c'est pas à toi les transactions? Puis à un moment donné, il faut que tu sortes l'argent pour vivre. Puis à un moment donné, tu veux déclarer ton impôt parce que, mon Dieu, si tu veux aller investir dans d'autres choses, si tu veux aller acheter de l'immobilier, si tu veux... Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est un peu là où... C'est là où la plupart du temps, les gens sont pas d'accord avec moi pour quelqu'un qui est pro-crypto. Moi, je suis comme, non, fais tes impôts. Mon bro, si tu as déclaré 300 000 $ de gains, ça veut dire que lorsque tu vas aller à la banque pour prendre un prêt pour acheter de l'immobilier, ça va être écrit que tu as fait 300 000 de gains. C'est ça. Et tandis que si tu arrives à la banque... Et ça te donne un levier. Exact. Si tu arrives à la banque et c'est écrit 30 000, c'est pas la même chose que si c'est écrit 300 000 à mort. Moi, je dis toujours au contraire. Fais tes impôts et même déclare le plus possible de façon intelligente. Comme ça, tu sauves de l'argent, tu bâtis tu bâtis ton crédit, purée, tu l'as là. C'est comme... C'est ça. Genre, monsieur, pourquoi je vous prêterais 1 million pour acheter tel immeuble? Parce que j'ai 200 000 cash, puis vous voyez, j'ai fait 400 000 l'année passée. Ce 200 000 vient de où? Ben, de 400 000 l'année passée. Tout est en règle, tout est beau. Tiens, vas-y, va l'acheter ton immeuble. Ouais, puis après, c'est un effet de levier d'utiliser l'argent des autres pour faire. Mais tu sais, je peux même parler de ça, c'est un avantage. Non, mais c'est super bon de le voir, mais il y a aussi un inconvénient que quand il y a une omission volontaire, donc une fraude fiscale, là, dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a pas déclaré, eux, ils peuvent revenir combien d'années ils veulent en arrière. D'habitude, c'est 7 ans. Légalement, ils reviennent d'habitude 3-4 ans. Donc, eux, ensuite, là, ils vont calculer les intérêts et pénalités à partir de cette date-là. Ça monte vite. Hein. Ça, je le savais déjà. C'est là que ça peut faire vraiment mal. C'est l'intérêt composé. Je m'en juré, mais YouTube n'aime pas ça quand on sacre. C'est pour ça que c'est important vraiment de déclarer le tout. Puis après, s'il y a des gens... On a des dossiers là, de gens qu'on remonte. Je travaille en ce moment sur un dossier, je remonte depuis 2013. Puis c'est quelqu'un, nécessairement, il n'y avait pas... Mais Revenu... Puis tu te disais, ah non, c'était pas clair. Revenu Canada a de quoi sur leur site depuis 2013. Le nombre de personnes qui ont commencé avant 2013 sont très, très, très minimes, là, du moins au Canada. Mais on travaille sur des dossiers vraiment beaucoup plus de plusieurs années. Puis c'est sûr, c'est beaucoup plus complexe. Quelqu'un qui a acheté sur Quadriga, on n'a rien. On sait qu'est-ce qui est rentré, on sait qu'est-ce qui est sorti. Donc, c'est quand même assez facile à... Non, je ne veux pas dire facile parce que c'est vraiment pas facile. Mais on est capable de voir, de gager tout ça parce qu'il y a des blockchains, Ethereum, c'est facile à lire. BTC, c'est une autre chose. C'est pas si clair que ça. Donc, on le fait, puis on est capable, il y a des mécanismes en place pour éviter ces pénalités-là, pour essayer de négocier avec le gouvernement. Puis la question que je lance, c'est ceux que ça fait longtemps qu'ils sont dans la crypto ou depuis quelques années, est-ce que vous avez vu comment ça a évolué jusqu'au DeFi et tout ça? Puis c'est une constante évolution. Êtes-vous prêt à parier que le gouvernement va pas avoir des outils dans 5, 10, 15, 20 ans? Et là, vous allez avoir peut-être des familles, vous allez avoir des hypothèques, vous mettez tout ça à risque parce qu'ils peuvent venir tout vous chercher. C'est un peu cette sensibilisation qu'on aime faire aux gens. Après, quelqu'un qui m'appelle et dit « je veux pas le déclarer », ben c'est leur problème. Mais je pense que c'est important de connaître les conséquences pour ça. Puis après, vous faites des transactions à 30-40 000 $ en peer-to-peer. Allez lire les histoires d'horreur qui s'est déjà passé là, avec des coups de couteau, des fusées et tout ça. C'est ultra risqué. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ces risques-là? Ça vous appartient. Là.
Moi, j'ai une dernière question. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, une dernière question. C'est, je pense que ça va être quand même important. Disons que je fais du leverage, soit sur Binance Futures, ou que je passe par l'entremise d'un broker. Donc, je ne sais pas si tu connais les brokers, mais disons Oanda, Axie, des brokers comme ça, que je trade le Forex plutôt, ou ce que je ne détiens pas vraiment l'actif. Comment est-ce que tu considères, ou plutôt comment les impôts sont considérés par rapport à ça? Parce que ça, c'est du trading. C'est une bonne question, mais en fait, un future, on ne garde pas ça à long terme. Non, c'est ça. C'est rare qu'on va garder une position à moins que tu paries que le Bitcoin allait descendre ou monter, puis tu gardes la position ouverte pour ne pas te faire liquider. C'est fort probablement du revenu d'entreprise. C'est sûr que... Parce que c'est une question de le ramener à ton intention. C'est peu justifiable de dire « Ah non, je le garde à long terme ». Non. C'est un peu... Il y a des tokens ETH down, ETH up ou ADA. À moins que t'es un gros swing trader comme moi. Ouais, c'est ça. Lui qui garde des positions pendant des mois. Ouais, ça fait 15 ans qu'il garde sa position. Ben ça, c'est bon. Pour 15 ans, c'est bon pour le gain. Ouais. Mais c'est... Puis pas parce que vous faites une 30. C'est même pas 15 ans. C'est ça existe pas. Mais c'est vraiment de... Pas parce que vous avez une position que vous avez swingé, je sais pas, le token a fait x10 ou x100, puis vous l'avez flippé que tout est du revenu d'entreprise. C'est ça que c'est important. C'est sûr qu'il y a une possibilité de faire, OK, mais ça, j'ai un stack qui est vraiment gain en capital, puis j'ai un autre stack qui est revenu d'entreprise, mais il faut jamais que ça interfère dans... C'est risqué, c'est vraiment, vraiment risqué. Je conseille pas ça. Après, il y a des gens qui ont, par exemple, OK, je vais faire du trading actif, je le fais dans ma Inc. Je fais du gain en capital au personnel, c'est toujours possible. Il y a plusieurs moyens. C'est juste qu'il faut vous consulter des experts, savoir qu'est-ce qui est adapté à votre situation. Est-ce que tu as un dernier conseil non financier, quelque chose à dire avant qu'on mette fin à l'épisode? Et d'ailleurs, merci beaucoup, plein de belles valeurs. Donc, est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Je pense que c'est important de garder des backups des plateformes parce que ça facilite la vie à tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut arriver aux plateformes. Exact. Je pense, FTX, quand t'arrives, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps que tu es là, une plateforme qui augmente aussi vite. C'est louche. Il y a des choses, Luna, quelque chose qui. J'ai des clients qui ont perdu des vraiment gros montants. Des montants, ils pensaient prendre leur retraite avec Luna. Donc, c'est sûr que de faire attention à ça, de garder des backups. Parce que, je veux dire, c'est jamais sécuritaire, tu le sais pas. Puis aussi de faire des inventaires à la fin de l'année, savoir, OK, mais au 31 décembre, peu importe la fin d'année dans ce cas-ci, j'ai X nombre de cryptos sur ces plateformes-là. Pour nous, c'est beaucoup plus facile parce que nous, on travaille avec ce qu'on a. Je peux pas inventer une plateforme. Donc, ceci étant dit, je pense que c'est le conseil. Puis c'est... Après, les gens, vous êtes libre de déclarer. Juste sachez les conséquences. Puis... juste déclarer, c'est plus simple pour vous. Voilà. Si t'es un entrepreneur et un investisseur, ça va tellement t'ouvrir des portes d'avoir plus de revenus déclarés. Là, comme. Ouais. Ça fait même pas de sens de pas le faire. C'est ça. Puis aussi, des fois, les gens, ils pensent que là, ils sont à perte, ça vaut pas la peine. Non, au contraire, ça vaut quand même la peine de déclarer perte parce que tu peux l'appliquer sur... C'est quand même l'argent que tu as perdu. Là. Oui, c'est plate de payer des honoraires sur une perte, mais directement, je veux dire, vous allez le rechercher quand même, l'argent. C'est ça. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle valeur. Ouais. Les gens vont adorer l'épisode, c'est sûr. Donc, guys, comme vous savez, partagez le podcast, partagez l'épisode. Surtout là, cet épisode-là, je veux dire, c'est magnifique. C'est le moment parfait pour le partager. Donc, partagez l'épisode et on se voit sur ce prochain épisode. Yes. Si jamais vous avez des questions, notre site web, c'est cryptoimpôt.ca ou notre courriel info à commercial-cryptoimpôt.ca. N'hésitez pas, puis au plaisir. Super. Merci. Ciao, guys. Ciao. Bonne journée.